Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Vous êtes sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média et comme tous les samedis matins, nous faisons le tour d'horizon de l'information. Les images, les reportages, les commentaires et surtout les sujets les plus poignants les uns que les autres. C'est également ça, Le Monde en 60 minutes. La première partie, elle est réservée au reportage, mais la seconde partie est réservée à la presse écrite. Ensemble, nous allons feuilleter quelques colonnes des journaux parce qu'aujourd'hui et surtout au cours de cette semaine, les sujets ont été vraiment variés. Nos confrères de la presse écrite ont traité d'innombrables sujets. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Veuillez vous asseoir dans un instant. La première partie, elle est réservée au reportage. Les juges de la Cour pénale internationale ont besoin d'informations ou d'éléments de preuves supplémentaires de la part du procureur avant de décider de mener un éventuel procès contre l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a indiqué lundi la Cour. La Chambre a estimé que l'ensemble des preuves du procureur, bien qu'apparemment insuffisantes, ne semblent pas manquer de pertinence et de valeur probante. Les juges ne peuvent donc pas directement décider d'abandonner les poursuites contre Laurent Gbagbo. Dans un document de 25 pages justifiant leur décision, les trois juges affirment ne pas exclure que le procureur puisse présenter ou réunir des éléments de preuve supplémentaires et lui allouent en conséquence un temps additionnel pour ce faire. Un nouveau calendrier a donc été établi. Le procureur devra remettre un document en charge complété avant le 15 novembre 2013, tandis que la défense aura, elle, jusqu'au 16 décembre 2013 pour réagir et présenter, si elle le souhaite, des éléments de preuve à décharge supplémentaire. Laurent Gbagbo, 68 ans, est soupçonné d'avoir fomenté un plan impliquant notamment la commission de meurtre et de viol afin de rester au pouvoir après l'élection de son rival Alassane Ouattara en 2010, certifié par l'Organisation des Nations Unies. Premier ex-chef d'État remis à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est soupçonné d'être co-acteur indirect de 4 chefs de crime contre l'humanité commis pendant les violences post-électorales. Ce refus de quitter son poste après 10 ans au pouvoir avait plongé la Côte d'Ivoire dans une violente crise longue de 4 mois qui a coûté la vie à près de 3000 personnes. Le procureur voulait faire appel à 45 incidents pour prouver les attaques dirigées contre des civils, mais les juges ont assuré que la majorité de ces incidents avaient été prouvés uniquement par des oui-dire anonymes tirés de rapports d'ONG et de l'Organisation des Nations Unies et d'articles de presse. Ces éléments de preuve n'ont pas une valeur probante forte, ont-ils ajouté, soulignant qu'ils préféraient examiner des éléments de preuve médico-légales. Les juges ont également pointé 6 points particuliers qui nécessitent selon eux des enquêtes supplémentaires, notamment la structure des forces pro-Gbagbo, également comme les différents groupes interagissaient avec la structure générale. Les juges aimeraient également examiner les éléments supplémentaires sur comment, quand et par qui le plan présumé d'attaquer la population civile pro-Ouattara a été adopté, dans les informations spécifiques sur les rencontres auxquelles ce plan a été prétendument adopté. Si Laurent Gbagbo est actuellement à la Cour pénale internationale et si sa femme Simone, également sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, est détenue en Côte d'Ivoire, aucune personnalité pro-Ouattara n'a été inquiétée. Laurent Gbagbo avait été arrêté le 11 avril 2011 avec son épouse après avoir tenu tête jusque dans son bunker au sous-sol de la résidence d'Abidjan sous le feu des forces armées françaises. Le gouvernement malien a dénoncé lundi une épuration raciale contre des populations noires à Kidal et réaffirmé que la présence de l'armée malienne dans cette ville du nord-est du Mali, contrôlée par la rébellion Touareg, n'était pas négociable. Le gouvernement condamne avec la dernière énergie ce que nous considérons comme des exactions. Si ce qui se dit à Kidal est avéré, les auteurs répondront de leurs actes, a affirmé le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Manga Dembélé, au cours d'un point de presse. Des habitants de Kidal ont affirmé que des membres du mouvement national de libération de l'Azawad s'en étaient pris aux populations noires de cette ville pour les expulser vers Ngao, localité située plus au sud.
Le MNLA a démenti toute chasse aux Noirs, assurant rechercher des éléments infiltrés envoyés par les autorités maliennes. Selon le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, plusieurs dizaines de personnes, dont un officier malien, ont été arrêtées par des hommes à Kidal. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'armée malienne soit à Kidal avant les élections. La présence de l'armée n'est pas négociable. L'armée sera à Kidal quel qu'en soit son prix, a poursuivi Dembélé. En se livrant à une chasse aux Noirs dans son fief de Kidal, dans le nord-est du Mali, la rébellion touareg du MNLA a montré son vrai visage raciste et ségrégationniste, rendant nécessaire un déploiement de l'armée, selon le ministre malien des Affaires étrangères. Il a démenti pour sa part toute chasse aux Noirs, reconnaissant seulement l'arrestation de plusieurs dizaines d'agents infiltrés, dont un policier malien. Le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, qui occupe Kidal depuis le départ des islamites armés chassés fin janvier par l'intervention militaire française au Mali, refuse depuis la présence de l'armée et de l'administration malienne dans la ville, compromettant l'organisation de la présidentielle prévue le 28 juillet. Des soldats français sont basés à l'aéroport de Kidal. Interrogé sur la possibilité d'un report de scrutin du 28 juillet, le ministre a répondu « Nous ne le souhaitons pas. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous allons continuer à préparer les élections. » Des discussions ont actuellement lieu à Ouagadougou entre les groupes Touareg et les autorités du Burkina Faso, pays médiateur dans la crise malienne, sur l'organisation de la présidentielle fin juillet au Mali, en particulier à Kidal. Le juge de l'affaire Oscar Pistorius, le champion d'e-sport sud-africain, qui répond du meurtre de sa petite amie, a ajourné comme prévu une audience de procédure mardi à Pretoria pour permettre à l'accusé de compléter son dossier et fixer une prochaine audience au 19 août. Le 19 août aurait été le 30e anniversaire de la victime Reeva Steenkamp, un top modèle populaire en Afrique du Sud, abattu par balle par Oscar Pistorius dans la nuit de la Saint-Valentin 2013. Il s'agira de nouveau d'une audience de procédure préalable à l'ouverture d'un procès. Le magistrat a précisé à Oscar Pistorius qu'il demeurait en liberté sous caution jusqu'à cette date. L'affaire a été ajournée pour permettre à la police de compléter son enquête, a expliqué la représentante du parquet. Le juge Daniel Toloré s'est adressé à Oscar Pistorius. « Vous êtes libéré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent actuellement. L'affaire est donc renvoyée au 19 août, a déclaré le magistrat. Il a également précisé à Pistorius qu'il risquait une arrestation s'il ne se présentait pas à l'audience du 19 août. Le multiple champion olympique handisport, qui avait fait sensation en devenant le premier double amputé à participer aux Jeux olympiques des valides à Londres 2012, n'a jamais nié avoir battu Reeva Steenkamp de plusieurs coups de feu dans la nuit du 13 au 14 février. Mais il affirme depuis le premier jour qu'il s'agit d'une horrible méprise, qu'il a cru entendre des cambrioleurs dans sa villa en pleine nuit et qu'il a fait feu à travers la porte des toilettes fermées dans l'affolement. Il assure qu'il ne savait pas que Reeva Steenkamp s'était levée pour aller aux toilettes. L'accusation au cours des audiences préliminaires de février a au contraire tenté de démontrer que Pistorius savait parfaitement qui était sa victime et que les coups de feu ont fait suite à une dispute de couple dans la soirée. Le meurtre de Reeva Steenkamp en février avait passionné le monde entier. Pendant des jours, Pistorius avait été malgré lui le héros des chaînes d'information continue, après avoir été l'un des héros des Jeux olympiques de Londres 2012. Sur les rives de la Tamise, il était devenu le premier athlète masculin à s'aligner avec les valides alors qu'il est handicapé de naissance et court avec les lames en carbone en forme de pattes de félin qui lui ont valu son surnom de Blade Runner. Certes, l'athlète devra répondre d'homicide, quoi qu'il arrive, mais si ses avocats parviennent à démontrer qu'il s'agit effectivement d'une méprise, la peine en cours et la sanction pourraient être beaucoup plus légères que s'il s'agit de l'assassinat de sa compagne. Les dirigeants de l'Union européenne et le président russe Vladimir Poutine étaient réunis mardi dans l'Oural lors d'un sommet avec pour point de friction la Syrie, les droits de l'homme et l'énergie.
Après un dîner d'accueil la veille au soir à Ekaterinbourg, ville industrielle de l'Oural à 1500 km à l'est de Moscou, Vladimir Poutine, accompagné de son ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov, ont retrouvé mardi pour des discussions officielles le président du Conseil de l'Union européenne Herman Van Rompuy et le président de la Commission européenne José Manuel Barroso. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue allemand Guido Westerwelle ont exhorté la Russie à cesser de livrer des armes à la Syrie pour ne pas mettre en péril une conférence internationale de paix sur le conflit syrien prévue à Genève. La question est devenue plus aiguë encore lorsque le président syrien Bachar al-Assad a laissé entendre que Moscou avait commencé ses livraisons de systèmes solaires S-300, un équivalent russe de pario américain. La Russie accuse de son côté l'Union européenne d'avoir encouragé l'opposition syrienne à refuser toute solution de paix en levant il y a 2 semaines son embargo sur les livraisons d'armes aux rebelles. Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, a parlé des droits de l'homme et de la mort en prison en 2009 de Sergueï Magnitsky, le juriste d'un fonds d'investissement occidental et des lois jugées liberticides pour l'opposition et les défenses des droits de l'homme, adoptées depuis le retour au Kremlin de Vladimir Poutine. Un autre sujet majeur de friction était l'emprise du géant russe Gazprom sur le marché européen du gaz que Bruxelles s'emploie à contrarier. La Russie fournit environ un quart du gaz consommé en Europe, une domination qui a permis pendant longtemps à Gazprom de dicter ses prix. Mais en septembre, la Commission européenne a ouvert une enquête formelle contre Gazprom qu'elle soupçonne notamment d'entrave à la concurrence et de manipulation des prix. Un différend est également apparu sur le transport aérien. La Russie exige des compagnies aériennes européennes survolant sur son territoire qu'elles fournissent à compter du 1er juillet 2013 les données personnelles de leurs passagers sous peine d'interdiction. Les États-Unis ont franchi un nouveau palier dans leurs sanctions contre l'Iran lundi, visant directement sa monnaie, le rial, et son secteur automobile pour punir la République islamique de son manque de coopération dans leur dossier nucléaire. À moins de 2 semaines de la présidentielle iranienne, le président Barack Hussein Obama a donné son feu vert à l'imposition de sanctions à des entités étrangères effectuant des transactions importantes d'achat ou de vente de rial ou qui détiennent des comptes bancaires en rial en dehors de l'Iran, a expliqué le porte-parole de l'exécutif américain, Jay Carney. Dans un communiqué, Jay Carney a noté que si le rial a perdu la moitié de sa valeur depuis le début de 2012, en raison des sanctions tous azimuts, c'est la première fois que le rial est directement visé par des sanctions. L'idée est de rendre en substance le rial inutilisable en dehors de l'Iran, a ensuite expliqué un haut responsable américain sous couvert de l'anonymat. Selon lui, ces mesures promettent d'affaiblir encore et de rendre plus volatile une monnaie iranienne déjà faible. L'autre volet des mesures annoncées lundi concerne le secteur automobile iranien, une source majeure de revenus pour l'Iran, selon l'administration. Cela risque d'avoir des répercussions sur des groupes étrangers possédant des intérêts dans le pays comme Renault-Nissan, mais aussi des constructeurs asiatiques. Ainsi, le décret de Barack Hussein Obama autorise de nouvelles sanctions contre ceux qui s'engagent en connaissance de cause dans des transactions financières ou autres liées au secteur automobile iranien. Plus spécifiquement, seront passibles de sanctions américaines la vente, la fourniture ou le transfert de biens ou de services importants liés à la construction ou à l'assemblage en Iran de véhicules légers et lourds, dont des voitures particulières, des camions, des bus, des minibus, des camionnettes et des motocyclettes, ainsi que des machines servant à fabriquer ces véhicules et des pièces détachées. Pour Mark Dubovitz, directeur de la Fondation pour la défense des démocraties et spécialiste des sanctions contre le régime de Téhéran, les mesures annoncées lundi constituent une escalade importante car le secteur automobile est le 2e employeur de l'Iran après le secteur énergétique. Dubovitz remarque que l'Iran a profité de son secteur automobile pour acheter notamment de la fibre de carbone qui peut être utilisée pour fabriquer des voitures mais aussi des centrifugeuses destinées à enrichir de l'uranium. L'administration américaine a noté que Barack Obama avait signé depuis son arrivée au pouvoir 9 décrets punissant l'Iran. Les secteurs de l'énergie, des transports, de la construction navale et de la gestion portuaire avaient déjà fait l'objet de sanctions ciblées. Le haut responsable américain a nié que cette annonce soit liée à l'approche de l'élection présidentielle iranienne. Près de 50,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 14 juin prochain pour désigner un successeur au président actuel Mahmoud Ahmadinejad.
Depuis plusieurs années, l'ONU et les Occidentaux imposent un arsenal de sanctions à l'Iran qu'ils accusent de tenter de se doter de l'arme atomique sous couvert d'un programme civil de développement de l'énergie nucléaire, ce dont se défend Téhéran depuis des lustres. Trois ans après son arrestation, Bradley Manning, le jeune soldat à l'origine de la divulgation par Wikileaks de centaines de milliers de documents américains confidentiels, était devant le tribunal le 3 juin dernier pour espionnage devant une cour martiale à la base militaire de Fort Meade dans le Maryland. Le procès est prévu pour durer 3 mois. Dans un témoignage, le jeune soldat qui était analyste sur une base américaine à Bagdad indique avoir fait fuiter des milliers de câbles diplomatiques pour lancer un débat national sur le rôle de l'armée et sur les guerres en Irak et en Afghanistan. Il explique qu'il a été particulièrement choqué par une vidéo de juillet 2007 montrant une attaque par un hélicoptère Apache contre les civils non armés à Bagdad. On aurait dit des enfants torturant des fourmis avec une loupe. L'enregistrement montrait aussi que, contrairement aux dénégations de l'armée, un photographe de Reuters et son chauffeur ont été sciemment tués dans cette attaque. En faisant parvenir cette vidéo à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks début 2010, le soldat a eu l'impression d'accomplir quelque chose qui permettait d'avoir la conscience tranquille. Avant de confier ses archives à Wikileaks, il a contacté le Washington Post, qui ne l'a pas pris au sérieux, puis le New York Times, où il a laissé un message sur une boîte vocale, mais personne ne l'a jamais rappelé. C'est lors d'une permission chez sa tante, dans la région de Washington, après avoir été éconduit par son ami de l'époque, un étudiant de Boston, que Bradley Manning a finalement décidé de poster ses documents secrets sur le site anonyme ouvert par Wikileaks. Il déplorait que les militaires engagés dans les opérations de contre-insurrection soient devenus obsédés par la capture et l'assassinat de cibles humaines. Quand la presse a commencé à publier les révélations, la panique a été telle dans les milieux officiels que le gouvernement américain a interdit aux fonctionnaires de lire les câbles diplomatiques, bien qu'ils soient partout sur Internet. Il a même été conseillé aux étudiants de s'abstenir de les consulter plutôt que de risquer de compromettre leur chance d'avoir un jour un emploi dans un secteur de haute sécurité. Pendant 11 mois, Bradley Manning a été maintenu à l'isolement. À la base Quantico en Virginie, les gardes l'ont privé de ses vêtements de peur qu'il ne se suicide. Le soldat a plaidé coupable pour 10 des 22 chefs d'inculpation qui pèsent contre lui. Il a reconnu avoir transmis les 700 000 télégrammes et la vidéo à Julian Assange, contre lequel les autorités américaines n'ont pas réussi à engager de poursuites judiciaires. L'accusation a annoncé de centaines de témoins. La question centrale porte sur l'étendue des torts que Bradley Manning a causés à son pays, selon le gouvernement. Les avocats du soldat affirment que personne n'a été mis en danger. Il sera difficile de ce qu'il en est. Le rapport officiel sur la question est classé confidentiel et le procureur a demandé qu'il ne soit pas examiné par la cour martiale. Washington offre depuis lundi jusqu'à 23 millions de dollars de récompense pour toute information conduisant notamment à la capture du djihadiste Mokhtar Belmokhtar, celle du chef de la secte islamiste nigériane Boko Haram ou des responsables d'AQMI, une première contre des terroristes d'Afrique de l'Ouest. D'autres responsables du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique sont également visés par ce programme du département d'État, baptisé Récompense pour la justice, qui offre depuis 1984 des sommes d'argent à tout informateur permettant l'arrestation ou l'élimination d'individus qui menacent les intérêts des États-Unis. La plus grosse récompense, 7 millions de dollars, est réservée au numéro 1 présumé de Boko Haram, Abubakar Sekou, qui combat actuellement l'armée du Nigeria dans le nord-est du pays. Une manne de 5 millions de dollars est également offerte à quiconque apportera des informations décisives concernant l'Algérien Belmokhtar, un ancien chef d'AQMI qui a monté son propre groupe en fin 2012. Donné pour mort par le Tchad en avril, il a menacé il y a 15 jours de lancer de nouvelles attaques au Niger. Après des attentats suicides de fin mai, son groupe avait mené une énorme prise d'otages en janvier dans un complexe gazier en Algérie. 5 millions de dollars sont également promis pour la tête de Yahya Abdul Al-Aman, un dirigeant algérien d'AQMI, accusé d'être impliqué dans le meurtre d'un otage français en 2010. Malik Abou Al-Del Karim, commandant d'AQMI, et Omar Ul Amahalt,
Porte-parole du gouvernement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, un groupe islamiste chassé du nord du Mali en janvier sont également la cible de Washington avec 3 millions chacun de récompenses. ARMY est de plus en plus actif dans le nord et l'ouest du Nigeria. Ils font partie des tout premiers groupes qui kidnappent contre rançon dans la nébuleuse terroriste mondiale. Les États-Unis s'alarment depuis des mois de la puissance des groupes islamistes armés dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, notamment ARMY et Boko Haram. Washington a applaudi et appuyé l'opération militaire française au Mali. La campagne du département d'État lancée lundi se fera via des affiches placardées au Mali, au Nigeria et dans les pays voisins, plaçant sur le même poster des photos des dirigeants d'ARMY et de Boko Haram. Après la première partie de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes, nous attaquons la seconde partie qui est réservée à la presse écrite. Ne touchez pas à nos retraites, c'est le titre choisi par l'Humanité lundi. Dans son sondage CSA, le journal fondé par Jean Jaurès indiquait que 83% des Français sont inquiets, 78% sont prêts à se mobiliser, 64% choisissent la mise à contribution des revenus financiers pour assurer l'équilibre du système. Dans les colonnes du quotidien, la réaction d'Henri Stendirniak, économiste à l'OFCE, et d'Éric Aubin, responsable de la CGT. Le journal catholique La Croix relevait lundi la politique familiale à l'heure de la rigueur. Le quotidien nous apprenait que le gouvernement français devait annoncer le même lundi ses décisions pour combler le déficit de la branche famille de la sécurité sociale. En page 8, La Croix remarquait que les Turcs critiquent la dérive autoritaire d'Erdogan, sujet qui se retrouve à la une de Libération qui nous disait qu'en Turquie c'est un air de printemps. Le journal indiquait qu'à Istanbul, les manifestations du week-end contre le pouvoir ravive le souvenir des révolutions arabes de 2011. Sujet que l'on pouvait retrouver également en page 5 du Figaro qui nous apprenait que les Turcs se révoltent contre les dérives autoritaires d'Erdogan. Selon le confrère, des dizaines de milliers de manifestants ont déferlé le week-end dernier sur la place Taksim à Istanbul pour dénoncer le mode de gouvernance du Premier ministre et savourer leur victoire après le retrait des forces de l'ordre. La contestation a gagné dimanche Ankara et de nombreuses villes d'Anatolie. À la une, le Figaro nous disait que Hollande veut faire payer les familles, selon le journal, pour résorber le déficit de 2 milliards par an de la branche famille de la sécurité sociale. Le gouvernement français a choisi de demander un nouvel effort aux ménages les plus aisés. Le Figaro soulignait que dimanche, le chef de l'État français devait choisir entre réduire le montant des allocations ou plafonner le montant du quotient familial, au risque de ne pas tenir sa promesse sur la stabilisation des impôts. Dans les deux cas, nos confrères relevaient que le gain pour l'État serait de 900 millions d'euros, supporté par 15% des ménages. Par avance, l'UMP a dénoncé par la voix de son président une entaille incroyable au caractère universel de la famille, alors qu'elle est efficace et préconise plutôt des économies dans les dépenses publiques, notamment du côté des collectivités locales. Allocation familiale, ce que va vous coûter la réforme, pouvait-on lire à la une de Le Parisien lundi, qui nous disait que lui aussi que le gouvernement dévoile déjà lundi le nouveau mode de calcul des allocations. Voici ce que ces économies vont coûter aux ménages en fonction de leur nombre d'enfants. Eh bien, vous pouvez le trouver en page 2 et 3 du quotidien de la capitale française au Parisien dans sa parution de lundi dernier. Primaire UMP à Paris ce soir, ça passe ou ça casse. Le Parisien nous disait que c'était normal, bien sûr, normalement le même soir, que se rendre connu, qu'il devait être connu en tout cas les résultats du premier tour de la primaire UMP à Paris. Et il faut le dire, Natalia Kosciusko-Morizet a été choisie pour représenter l'UMP pour la primaire sociale, pour la primaire en tout cas, pour la mairie de Paris. Le Monde nous apprenait lundi qu'en France, 900 000 jeunes sont en déshérence selon une note du Conseil d'analyse économique que rapportait le quotidien. Ils sont prêts d'1 million de 15 à 29 ans à s'être résignés à l'échec. Pendant ce temps, le Dauphiné libéré indiquait qu'ils seront nombreux à passer le bac cette année. Épreuve passée à l'oral, lutte contre la fraude. Le journal grenoblois nous donnait ce qui change cette année. Programme remanié, épreuve de langue à l'oral et à l'écrit. Le baccalauréat achève cette année sa mutation entamée sous l'ère d'Arcos, nous apprenait le quotidien qui s'interrogeait. Mais modifier régulièrement le bac reste-t-il pour autant un sésame pour accéder au monde du travail? C'est
C'était en tout cas la belle interrogation de nos confrères grenoblois du Dauphiné libéré. Syrie, les armes ne préparent pas la paix, c'est le titre choisi par la Marseillaise lundi pour noter qu'alors qu'une conférence de paix tente de s'organiser à l'initiative de Moscou et Washington, la levée de l'embargo des armes pour les rebelles décidée par l'Union européenne et les divisions de la rébellion armée ajoutent de la confusion à la situation. Le quotidien français de l'économie, les Échos nous disaient qu'au MEDEF, les patrons sont tentés par une ligne plus dure. Le journal nous apprenait que le conseil exécutif du MEDEF choisissait en tout cas dans l'après-midi son candidat favori à la succession de Laurence Parisot avant l'élection prévue le 3 juillet. Dans une interview accordée aux Échos, Denis Kessler, qui soutient le favori Pierre Gattaz, appelait déjà le patronat à définir une ligne claire portée par un président crédible et affirmait qu'il n'est candidat à aucun poste, alors qu'une partie du patronat s'inquiète d'un futur durcissement néfaste au dialogue social. Il répondait qu'une ligne claire n'est pas une ligne dure. Le journal relevait que la campagne s'accélère aussi sur le terrain où Geoffroy Roux de Bézieux ne retient plus ses coups envers Pierre Gattaz, tandis que Patrick Bernasconi met en garde contre la tentation de radicalisation qui fera le jeu en tout cas des syndicats contestataires. Le quotidien de La Réunion et de l'océan Indien nous faisait part de l'installation des jeunes agriculteurs et nous parlait en créole. Il manque à nous la terre, pour ne pas dire il nous manque la terre. Les jeunes veulent s'installer, mais les terrains manquent, témoignage de Rémi Robert, heureusement aidé par sa famille avant les assises de l'installation agricole qui se sont déroulées lundi dernier du côté de la Réunion. En Guadeloupe, France-Antilles nous apprenait le décès de Félix Proto, l'ancien président du conseil régional, était décédé dimanche. Selon le journal, c'est sous sa direction que la collectivité est devenue une institution majeure. Félix Proto a été à l'origine de nombreux ouvrages, dont le Vélorome, d'où la une de France-Antilles, Félix Proto, la fin d'un bâtisseur. Au Luxembourg, le quotidien revenait sur les nouveaux incidents entre police et manifestants dans la nuit de le dimanche à lundi à Ankara et à Istanbul. Des centaines de manifestants turcs occupaient toujours dimanche la place Taksim d'Istanbul, désertée par la police après 2 jours de violents affrontements, et étaient déterminés à poursuivre leur confrontation avec le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan. Même tonalité à la une du quotidien belge Le Soir, qui parlait d'un parfum de printemps turc et nous affirma que la protestation se durcit en Turquie. La politique du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan est directement visée. Même son de cloche à la une de la Libre Belgique, qui nous disait que la colère monte en Turquie. Selon le quotidien, une petite manifestation contre un projet immobilier a viré à la contestation de 10 ans d'autoritarisme sous Erdogan. La une était consacrée au radicalisme religieux qui inquiète 3 Belges sur 4. Un sondage dédié de la Libre RTBF relevait qu'une forte majorité des Belges jugent l'intégration en Belgique est un échec. En Suisse, la Tribune de Genève indiquait que l'Europe paie un lourd tribut aux pluies torrentielles. Selon le quotidien genevois, des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes dans plusieurs pays d'Europe ont fait 4 morts et au moins 8 disparus. Des centaines de personnes ont été évacuées, rapportait déjà le quotidien suisse lundi dernier. La politique, le choix de l'impôt, c'était le titre choisi mardi par le journal catholique La Croix pour relever que le financement du plan de rénovation de la politique familiale présenté lundi par Jean-Marc Ayrault repose principalement sur une baisse du quotient familial. La photo à la une du quotidien, c'est la visite d'une crèche déjà lundi par le Premier ministre français avant la présentation de ses choix en matière de politique familiale. L'Humanité à ce sujet parlait des obsèques du rabot, des obsédés du rabot. Selon le journal fondé par Jean Jaurès, en annonçant l'abaissement du quotient, le gouvernement ouvrait une brèche dans le principe d'universalité des politiques familiales. Selon le confrère, il ne fait que répondre aux injonctions européennes de rigueur budgétaire. Le Figaro n'y allait pas. De même morte mardi, la photo à la une nous faisait montrer en tout cas le chef du gouvernement français debout face aux Français et le titre pour confirmer ses propos et sa station debout. Je vous taxe pour ce quotidien en annonçant la réduction du quotient familial. Jean-Marc Ayrault ouvre ainsi la voie à une nouvelle hausse d'impôts. En page 8, le Figaro nous apprenait qu'en Turquie, la contestation gagne tout le pays. Ainsi, les affrontements contre manifestants et policiers qui ont
fait un mort dimanche ont repris à Istanbul, Ankara et l'Amir. Pour la 4e journée consécutive, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour crier leur hostilité au Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan qui lui a rejeté l'éventualité d'un printemps turc alors que les opposants commencent à investir massivement les réseaux sociaux pour contourner la censure des médias. Pour le quotidien Le Monde, dans sa page de l'arrogance d'Erdogan attise la contestation, le journal notait que les manifestations ont gagné l'ensemble de la Turquie. Le Monde s'était aussi intéressé à la politique familiale et affirmait que les familles aisées vont devoir payer 1 milliard d'euros d'impôts en plus. Selon le quotidien, la réforme de la politique familiale annoncée par le Premier ministre français lundi 3 juin prévoit une réduction du quotient familial et surtout renonce à une modulation des allocations. Entre nouveaux impôts et économies, le plan dégage 1,7 milliard pour la branche famille, 275 000 nouvelles places d'accueil créées d'ici à 2017 pour les enfants de moins de 3 ans, nous apprenait Le Monde dans ses pages 6 et 7 dans sa parution de lundi dernier. Même tonalité à la une du quotidien français de l'économie, Les Échos, qui titrait « Politique familiale, Hollande relève à nouveau les impôts ». Les Échos indiquaient que la baisse du quotient familial touchera 1,3 million de familles aisées dès l'an prochain. L'exécutif espère limiter les critiques en préservant l'universalité des allocations, écrivait le journal. En page 6 et dans son enquête, page 15, Les Échos nous apprenaient que le conseil exécutif du MEDEF a relancé Roux de Bézieux. Le rival de Pierre Gattaz a obtenu lundi l'appui du gouvernement du MEDEF. On ne cessait de parler de la politique familiale. Cette fois, c'est Libération qui s'y collait et titrait Le choix de l'impôt. Selon ce quotidien, plutôt que réformer les allocations familiales, le gouvernement français va mettre à contribution les ménages les plus aisés en réduisant le quotient familial. Une hausse d'impôt qui touchera 12% des familles avec enfants. Dans ces pages 10 et 11, Libé revenait sur la primaire UMP pour la mairie de Paris, désignée en tout cas lundi, pour porter les couleurs de l'UMP pour les municipales 2014 à Paris. Nathalie Kosciusko-Morizet, ou NKM, doit désormais rassembler son camp, écrivait le confrère. Le journal du Pays Basque Sud-Ouest s'interrogeait qui passera à la caisse. Eh bien, selon Jean-Marc Ayrault, en visite lundi dans une crèche, 1,3 million de ménages sont concernés. En tout cas, pour le Parisien, le redoublement est un mal français peu efficace, démotivant, coûteux pour l'éducation nationale. Le redoublement a tous les défauts, écrivait le quotidien, qui relevait pourtant que la France reste championne dans cette discipline. Le Parisien conseille, les mentalités doivent carrément changer et surtout évoluer. En page 24-25, le Parisien notait que Tsonga est le fol espoir. Dernier français en lice, Djokovic Tsonga devait battre, en tout cas il a battu le roi Federer dans l'après-midi en quart de finale pour espérer succéder à Yannick Noah 30 ans après. Pour le quotidien du sport et de l'automobile, l'équipe c'est l'heure de Joe et le journal de souligner que Djokovic Tsonga n'a jamais atteint les demi-finales du tournoi de Roland Garros. Malheureusement, il les a atteints. Il faut le dire, parvenait en tout cas en éliminant la légende de Roger Federer. Il postulera à la victoire finale et c'est le cas actuellement. Le quotidien de la Réunion de l'océan Indien nous apprenait que dans le quartier Basse-Terre à Saint-Pierre, Léonie Imbert a été tué. Et bien depuis lundi matin, José Imbert fait figure de suspect numéro 1 dans le meurtre à coups de couteau de Léonie, sa demi-sœur, une femme décrite comme généreuse. En Guadeloupe, France Antilles titrait carburant dur de faire moins cher. À ce propos, le journal s'interrogeait, les automobilistes vont-ils bénéficier de la nouvelle fixation des prix des carburants? Selon nos confrères, c'est l'enjeu du nouveau décret porté par Victorin Lurel. Ces prix ont déjà été maintes fois décortiqués. Des analyses montrent la difficulté à gaspiller. Le moindre centime France Antilles faisait déjà le décryptage de cette situation mardi. Au Luxembourg, le quotidien revenait sur les inondations en Europe et relevait que 6 morts, des milliers de foyers évacués. Selon le journal luxembourgeois, au moins 6 personnes ont trouvé la mort lundi et plusieurs étaient toujours portés disparus à la suite des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Europe centrale où des milliers de foyers ont dû être évacués principalement en Allemagne, en République tchèque et surtout en Autriche. En Suisse, la tribune de Genève nous apprenait lundi et surtout mardi qu'un manifestant a été tué lors des affrontements en Turquie. Des milliers de personnes continuaient à manifester dans la nuit de lundi à mardi sur la place Taksim au centre d'Istanbul et dans des dizaines de villes en Turquie. En Belgique, le soir, s'était intéressé au chômage et indiquait que Bruxelles passe sous les 20%. Ainsi, le journal relevait que le taux de chômage a diminué dans la capitale belge, mais le nombre de chômeurs y a encore augmenté. Mercredi, le Forum a publié les chiffres wallons. La Libre s'interrogeait, la NVA va-t-elle faire chuter le gouvernement flamand? Le gouvernement Peters est au bord de la rupture, en cause la réforme de l'enseignement flamand. La NVA n'en veut pas. En page 8, la Libre affirme que Di Rupio veut taxer la famille royale.
3 tuteurs pour Laval, c'était le titre choisi par le Métro Journal de Montréal qui nous apprenait que la commission municipale du Québec, en abrégé CMQ, a mandaté déjà lundi Florent Gagné, ancien sous-ministre à titre de délégué principal de la tutelle de la ville de Laval. Il formera avec 2 juges administratifs un trio qui aura les pleins pouvoirs. C'est à lire en tout cas dans les colonnes du quotidien montréalais, le Métro dans sa parution de mardi dernier. Mercredi, la Turquie manifeste son exaspération, nous apprenait le journal catholique La Croix, et relevait qu'une colère longtemps contenue s'exprime contre l'autoritarisme du Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et ses références fréquentes à un style de vie islamique. Pour le Figaro, en Turquie, la rue fait trembler le pouvoir après la mort dimanche d'un jeune homme percuté par une voiture lors d'une manifestation à Istanbul, écrivait le journal. Un deuxième protestataire a été tué lundi soir à Halle, officiellement de plusieurs coups de feu tirés par une personne inconnue. Outre ces 2 morts, relevait le Figaro, les violences ont fait déjà plus de 1500 blessés à Istanbul et au moins 700 à Ankara. Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre turc, en visite officielle jusqu'à jeudi dans le pays du Maghreb, ne montre toujours pas, selon le confrère, de signes de fléchissement et renvoie aux élections locales de 2014. Les manifestants qui l'accusent de dérive autoritaire et de vouloir islamiser la société. Le président de la République, Abdullah Gül, qui se pose en rival potentiel du Premier ministre, a appelé au calme en jugeant tout à fait normal que se déroulent les manifestations pacifiques. En page 10, le Figaro notait que Joe Wilfried Tsonga est plus fort que jamais au terme d'une partie proche de la perfection. Il s'est qualifié en 3-7 pour les demi-finales de Roland-Garros en battant Federer. Le Figaro relevait qu'il n'a pas perdu un set depuis le début du tournoi. Cet exploit pour tous les Français faisait déjà la une du journal de Bordeaux Rive Gauche, ce qui notait déjà que Tsonga est dans les pas de Yannick Noah, seul Français à avoir remporté le tournoi de Grand Chelem de Roland-Garros sur la terre dure parisienne en 1983. Il se retrouve ainsi en demi-finale d'un Grand Chelem pour la première fois. Même tonalité à la une de Aujourd'hui en France qui nous disait que Tsonga se rapproche de l'exploit. En demi-finale, le Français affrontera le redoutable Espagnol David Ferrer. À la grande une Aujourd'hui en France, affirmait qu'un jeune médecin sur 4 se retrouve à l'étranger. Le quotidien relevait qu'alors qu'il y a de plus en plus de déserts médicaux, la France ne forme plus assez de médecins. À titre de comparaison, le journal soulignait que l'an dernier, un étudiant sur 4 avait obtenu son diplôme hors de l'Hexagone. Parlant de l'emploi et de la métropole, le quotidien marseillais La Provence nous apprenait que François Hollande appelle à l'union. Ces propos faisaient d'ailleurs la une du journal. Si rien n'est fait, c'est Marseille qui payera. Le journal indiquait que le chef de l'État français était mardi à Marseille. Il a inauguré le MUSEM ainsi que le Jules Verne porte-conteneurs géant de la compagnie CMA-CGM. La Marseillaise, autre quotidien phocéen, n'a pas manqué cet événement et titrait Ruban et politique. Dans l'hôpital Nord, nos confrères ont remarqué une importante innovation technologique. Une nouvelle technique dans le domaine de la transplantation pulmonaire permet de prolonger la durée de conservation d'un organe avant la greffe. Le journal fondé par Jean Jaurès, l'Humanité, nous disait que le Front National, c'est une imposture sociale, selon ce qu'écrivait le quotidien derrière les discours de Marine Le Pen, la vérité des votes de ses élus européens, régionaux et à l'Assemblée. Le journal faisait le passage en revue des choix antisociaux et ultralibéraux. En page 10, l'Humanité nous apprenait qu'en Turquie, les principaux syndicats rejoignent le mouvement. Pour le monde, face au protestataire turc, Erdogan est de plus en plus isolé. À la grande une du quotidien français Le Monde, on pouvait lire « Financement de la campagne de 2007, Bachir Saleh, le Libyen de Sarkozy ». Le journal faisait le portrait du banquier de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy et surtout de Kadhafi, homme clé des relations franco-libyennes exfiltré de France par l'entourage de Sarkozy juste avant sa défaite à la présidentielle. On pouvait également lire l'enquête d'Ariane Chemin, page 22 du quotidien. 4 ex-pros de l'ex-leader libyen dont Bachir Saleh sont prêts à témoigner devant les juges français chargés de l'information judiciaire sur le financement de la campagne de Sarkozy en 2007. Le Monde indiquait que les services secrets sont sur la trace d'un lot de cassettes audio des conversations de Kadhafi avec ses visiteurs étrangers, dont l'ex-chef d'État français Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy. Armes chimiques en Syrie, la certitude, c'était le titre choisi par Libération pour indiquer que toutes les options sont sur la table. Laurent
Fabius n'écarte plus, selon le journal, une solution militaire après avoir confirmé l'utilisation du gaz sarin par le régime de Bachar al-Assad. En Martinique, France Antilles nous apprenait que l'enquête sur l'homicide de Gilles Hartog, photo à la une, qui avait été abattu sous un arbuste en plein jour, avance. Un homme et une femme ont été interpellés par les forces de police. En page 6 et 7, France Antilles, Martinique indiquait que l'examen du bac, c'est la dernière semaine, plus que 8 jours avant le début des écrits du bac et l'épreuve de philosophie. Le bac commence en marche. Tout ce que les candidats et leurs parents devaient en tout cas savoir. France-Guyane s'interrogeait et maintenant on fait comment? Alors qu'une rencontre était prévue le même jour à Paris avec les gérants, les stations-service se seront encore fermées jusqu'à nouvel ordre. Le journal guyanais nous disait que chacun s'organise déjà comme il faut dans la crainte de réservoirs vides de 16 jours prochains. Inondation en Europe centrale, Merkel se mobilise, l'eau continue de monter, nous apprenait le quotidien journal luxembourgeois qui indiquait que la chancelière allemande Angela Merkel a promis mardi une aide financière de l'État allemand en se rendant dans les régions d'Allemagne les plus touchées par les inondations historiques qui ont fait déjà au moins 12 morts en Europe centrale. En Belgique, dernière heure rapportait une histoire incroyable, 29 ans de prison pour des amendes de roulage, c'est ce que réclame en tout cas le procureur contre un joueur de foot déjà condamné 44 fois. Il s'agit de Moudjahidi Zahir, 41 ans, de Deurne, un ancien joueur de l'Anverp, ayant joué aussi dans l'équipe nationale d'Algérie. C'est la 44e fois qu'il était cité devant un tribunal et son casier judiciaire est long de 24 pages. Et puis toujours en Belgique avec le quotidien Le Soir qui titrait Panneaux solaires, l'Europe défie la Chine. Le Belge Karel de Gucht a convaincu la Commission européenne d'activer des mesures anti-dumping contre la Chine, indiquait le journal. Et puis à Montréal, le métro titrait Entente et bras de fer entre Québec et les garderies privées. Selon nos confrères, le gouvernement marois s'est entendu mardi avec le rassemblement des garderies privées du Québec, mais relevait le bras de fer continu avec une autre association. Jeudi, le Figaro s'interrogeait, retraite, Hollande ira-t-il jusqu'au bout? Le journal répondait qu'à quelques mois des élections municipales, François Hollande s'apprête à ouvrir le chantier ultra sensible des retraites, contraint de réformer le système afin d'éviter un déficit majeur à l'horizon 2020. Le président français pourra, selon ce qu'écrivait le quotidien, piocher dans le rapport Moreau qui lui sera remis la semaine prochaine et dont les propositions augmenter la durée de cotisation, désindexer les pensions, refondre le mode de calcul de la retraite des fonctionnaires et bien d'autres sujets, tant bondir une partie de la gauche et les syndicats. La CGT a même prévenu l'exécutif, relevait le journal jeudi, que revoir le mode de calcul de la pension des fonctionnaires sonnerait comme une déclaration de guerre. Selon le Figaro, Hollande n'annoncera les grandes lignes de sa réforme qu'après l'été, mais il a d'ores et déjà demandé à ses ministres de rester mobilisés devant toutes les vacances et de se concentrer sur cette réforme des retraites. En pages 2 et 3 et 17, le Figaro nous apprenait qu'en Syrie, le cavalier seul de la France vend contre les armes chimiques. Paris affirme disposer de preuves sur l'utilisation de gaz sarin contre les rebelles et accentue la pression diplomatique. Mais Washington préfère jouer la carte de la négociation en attendant la conférence internationale Genève 2. En page 20, le Figaro indiquait que la Chine sème la zizanie entre la France et l'Allemagne. Pékin a repliqué mercredi aux taxes de Bruxelles sur le solaire chinois en lançant une enquête anti-dumping sur les vins importés de l'Union européenne. La Chine laisse ainsi penser qu'elle est prête à une guerre commerciale avec le vieux continent, mais en réalité choisit la France comme cible. Sujet que le quotidien de Bordeaux Rive Gauche rapportait jeudi à sa une. Pékin lance la guerre du vin. C'est le titre choisi par le journal qui s'interrogeait. L'Europe taxe les panneaux solaires. La Chine s'en prend à ses vins. Une réaction dont les conséquences inquiètent la France et la région de Bordeaux en premier lieu, écrivait déjà Sud-Ouest jeudi. La Croix confirmait cette information. Face à la Chine, l'Europe hausse le ton. Selon le journal catholique, la Commission européenne a décidé de taxer les panneaux solaires chinois. François Hollande demande une réunion des 27 divisés sur le sujet de relations commerciales avec Pékin. La dépêche du midi, journal toulousain, notait que les vins français sont dans le viseur chinois. Le journal toulousain indiquait que Pékin lance une enquête anti-dumping en rétorsion aux taxes sur le solaire chinois. La dépêche du midi nous apprenait également en page 34 qu'une jeune fille de 17 ans, domiciliée depuis peu de temps à la Capelle Marival, près de Frijac, est décédée d'une overdose. Il y a une semaine, le parquet de Cahors a ouvert une enquête
et les analyses sont en cours, relevait déjà le journal de Toulouse. L'électricité intéresse le quotidien français de l'économie qui nous disait pourquoi les tarifs vont encore grimper. Le journal indiquait que la commission de régulation de l'énergie, en abrégé CRE, s'est prononcée pour une hausse des tarifs réglementés de l'électricité de 9,6% cet été afin de couvrir les coûts de production et de commercialisation d'EDF. Elle juge en outre que la hausse effectuée en 2012 était largement insuffisante. La hausse qui sera décidée au mois de juillet prochain prendra en compte un équilibre indispensable entre la couverture des coûts d'EDF et la préservation du pouvoir d'achat des ménages, a réagi l'exécutif qui a toutefois moins de marge de manœuvre après les contentieux arbitrés en faveur des fournisseurs sur les prix du gaz. Nous n'avons pas d'autre choix que de demander l'application de la loi sur cette question de la couverture des coûts car elle est vitale pour ses membres, a réagi le président de l'ANODE qui représente les fournisseurs alternatifs dans une interview accordée jeudi aux Échos. Le gouvernement français demandait déjà à EDF de renforcer son programme de maîtrise des coûts. Le titre de l'électricien a grimpé de 2,5% mercredi à la Bourse de Paris dans un marché en nette baisse. Les Échos ont relevé également jeudi les représailles chinoises contre le vin et la France. Électricité, gaz, le ras-le-bol des hausses sans fin, pouvait-on lire à la une du quotidien de la capitale française au Parisien qui indiquait lui aussi que la commission de régulation d'énergie recommande une hausse du prix de l'électricité allant jusqu'à 10% pour cet été. Un nouveau coup dur pour le pouvoir d'achat des Français. En page 14, Dominique Strauss-Kahn faisait parler de lui dans l'affaire du Carlton, même si cette fois encore, on se dirige vers un non-lieu. Selon les informations obtenues par le quotidien de la capitale, l'ancien patron du Fonds monétaire international pourrait bénéficier d'un non-lieu dans l'affaire pour laquelle il est mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée. La une de Libération, on disait l'on fait même pas peur, pouvait-on lire des seins nus contre toutes les oppressions, alors que s'est ouvert mercredi à Tunis le procès de 3 militantes. Libération a fait une enquête sur ce féministe d'un nouveau genre. Dans ces pages 6 et 7, Libé s'interrogeait Syrie et si Bachar al-Assad gagnait la guerre. Ils sont nombreux en tout cas à se poser cette question. Morcellement de l'opposition, soutien de l'Iran et du Hezbollah. Le journal notait que Damas reprend le pas sur les rebelles. Le Monde quotidien français rapportait lui aussi jeudi la preuve du gaz sarin. Le quotidien publiait les résultats des deux analyses dont celle des échantillons sortis de Syrie par ses reporters ayant permis à la France d'acquérir la certitude entre guillemets de l'utilisation d'armes chimiques. L'humanité restait toujours égale à lui-même. Le même jeudi, le quotidien titrait le rapport qui dynamite les retraites. Le journal fondé par Jean Jaurès écrivait « Travailler plus longtemps, surtaxer les pensions, toucher moins de retraites ». Le texte de la commission d'experts est une boîte à outils dans laquelle le gouvernement français entend piocher. Le pire est à craindre, soulignait le quotidien. La Voix du Nord nous apprenait que la cigarette électronique fait un véritable tabac. Il ne se passe pas un mois sans qu'un magasin de vente de cigarettes électroniques que la ministre française de la Santé veut interdire aux mineurs et dans les lieux publics ne s'ouvre dans la région lilloise, écrivait le journal aux grandes dames des buralistes traditionnels. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien rapportait la grève à la Silam et affirma que le conflit s'enlise. Selon le journal, les éleveurs laitiers ont déversé mercredi 11 000 litres de lisier et 10 000 litres de lait à proximité de la Silam suite à l'échec des négociations entre salariés et direction. Le journal notait qu'une nouvelle rencontre était prévue le même jeudi. En page 9 du quotidien, mise en examen pour assassinat, José Imbert a bel et bien tendu un guet-apens, en tout cas à sa sœur. En Guadeloupe, France-Antilles nous apprenait que la copine de Soupa a été remise en liberté, incarcérée dimanche après sa mise en examen pour le meurtre de son compagnon. Le chanteur de Bouillon Soupa, Samantha, âgé de 21 ans, a été placé sous contrôle judiciaire. Eh bien, mercredi, le parquet a annoncé sa décision de faire appel. Les crues historiques menacent encore plusieurs villes d'Europe centrale. C'était le titre choisi par le quotidien journal luxembourgeois qui relevait par ailleurs que ces inondations qui ont déjà fait au moins 12 morts en Europe centrale continuaient mercredi de menacer plusieurs villes d'Allemagne, de République tchèque et surtout d'Autriche. En Suisse, la tribune de Genève indiquait parlant de l'affaire du Carlton et indiquait que DSK échapperait à toute condamnation. Selon la presse française, le parquet de Lille projette de requérir à un non-lieu en faveur de DSK dans l'affaire de proxénétisme dite du Carlton de Lille. Dotation Fabiola Pell, la note pouvait-on lire à la une du quotidien belge le soir jeudi qui nous affirma que la réforme sur les dotations royales a été approuvée mercredi par les 8 partis politiques qui négocient la réforme de l'État. Parmi les grandes mesures adoptées, la diminution du nombre de bénéficiaires et de la dotation de Fabiola ramenée à 461 500 € pour plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Le principe de fiscalisation des revenus est
est aussi retenu. Cela signifie que ceux qui reçoivent une dotation seront imposés. Même son de cloche à la une de la Libre Belgique qui titrait dotation royale, une réforme historique. À Montréal, le métro nous apprenait que Ottawa se penche de nouveau sur les sites d'injection supervisés. Le gouvernement Harper déposait déjà jeudi un nouveau projet de loi afin de clarifier la réglementation encadrant les sites d'injection supervisés de drogue intraveineuse. Voilà les journaux que nous avons choisis pour vous dans la journée de jeudi. Vendredi, mort d'un antifa, c'était le titre choisi vendredi par Libération pour nous dire que Clément Méric est décédé à 19 ans sous les coups des skinheads, un meurtre condamné par l'ensemble des politiques, mais qui suit l'escalade de violence des manifestations anti-mariage pour tous. Pour l'humanité qui s'était intéressée au sujet, c'est un crime fasciste. Le journal fondé par Jean Jaurès a noté la vague d'émotion après le meurtre d'un jeune étudiant à Paris. Le quotidien indiquait que ses agresseurs ont été arrêtés. La tolérance envers les groupuscules d'extrême droite doit cesser, soulignait l'humanité. Pour le quotidien de Bordeaux, rive gauche, c'est la colère face à la haine. Selon Sud-Ouest, la mort de Clément Méric est assez difficile pour tous les Français. L'étudiant parisien tabassé par les skinheads mercredi est mort jeudi. L'auteur présumé des coups a été arrêté. Le journal notait que partout en France, des rassemblements antifascistes ont été organisés. Clément assassiné, colère et résistance, disait-on à la grande une du quotidien La Marseillaise qui notait une tragédie. Le journal phocéen indiquait que Clément Méric était un jeune militant antifasciste tabassé par des membres de groupuscules d'extrême droite et qui est décédé jeudi. La haine et la violence fasciste sont en accusation. La Marseillaise relevait que depuis, en tout cas jeudi soir, des rassemblements de condamnation ont eu lieu dans tout le pays à l'appel des partis de gauche. Ils étaient plus d'un millier du côté de Marseille. Le Parisien parlait des affrontements entre extrémistes et Clément tué à 19 ans, pouvait-on lire à la grande une du journal de la capitale qui revenait également sur les événements de la mort de Clément Méric, étudiant de Sciences Po, militant d'extrême gauche, décédé des suites de ses blessures après une rixe avec un groupuscule de skinheads. Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault dit vouloir tailler en pièces, entre guillemets, les groupes néo-nazis. Le Monde parle d'un jeune de 18 ans frappé à mort à Paris. L'extrême droite radicale est mise en cause, agressé par 3 skinheads près de la gare Saint-Lazare. Mercredi, écrivait le journal. Clément Méric, étudiant à Sciences Po, était en état de mort cérébrale. Le ministre français de l'Intérieur Manuel Valls a affirmé, selon nos confrères, sa détermination à éradiquer cette violence qui met en danger notre pacte républicain. Ce sont là les propos du Premier ministre français. Le Parti socialiste et le Front de gauche demandent aujourd'hui la dissolution des groupes d'extrême droite ultra-violents. En page 2, Le Monde était revenu sur le procès de la jeune Femen Amina qui trouble la Tunisie. Le pays prépare une constitution garantissant la liberté de croyance et l'égalité des sexes. Pour le Figaro, le vendredi, l'ultra-droite est en procès après la mort d'un étudiant. Le quotidien souligne que la droite condamne l'agression barbare. La gauche réclame la dissolution des groupes d'extrême droite. En page 2 et 16, le Figaro faisait part à ses lecteurs de la première rencontre au sommet entre Barack Hussein Obama et Xi Jinping, un sommet sino-américain qui s'est ouvert vendredi pour 2 jours à Rancho Mirage en Californie. Il s'agit pour Barack Obama d'établir une relation personnelle avec Xi Jinping, son nouvel homologue chinois. Économie, cyberespionnage et nucléaire nord-coréen sont au menu des discussions. En page 18, le Figaro avait fait un reportage dans le fief du Hezbollah, l'allié libanais du régime syrien. Chine, Europe, Pékin s'attaque aux berlines allemandes, indiquait le quotidien français de l'économie Les Échos, qui notait que la guerre commerciale entre l'Europe et la Chine est en passe de franchir une nouvelle étape. Après la France, l'Allemagne devrait faire à son tour les frais du courroux chinois en matière de commerce. Selon plusieurs sources européennes du journal, Pékin menacerait désormais d'imposer des taxes douanières aux importations de voitures haut de gamme européennes. Une plainte contre le constructeur et surtout les constructeurs automobiles du vieux continent aurait été ainsi déposée auprès du ministère chinois du commerce par des acteurs locaux. Cela viserait spécifiquement les voitures dont la cylindrée dépasse ou égale 2 litres, soit plutôt des véhicules de luxe segment ou qui s'illustre, il faut le dire particulièrement, ou s'illustre particulièrement les entreprises allemandes comme Mercedes, Porsche ou BMW. Il leur serait
reproché de vendre à perte et de bénéficier de subventions. Déjà jeudi, soulignait les Échos, le quotidien du peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois, avait indiqué que la Chine avait encore de nombreuses cartes en main si l'Europe persistait dans l'affrontement. Pékin vient de mettre en tout cas ses paroles à exécution. La Croix rapportait la nouvelle vie d'anciens sans-papiers alors que des travailleurs sans-papiers ont entamé une grève dans les Hauts-de-Seine. 3 migrants régularisés après le mouvement de 2009 témoignaient déjà dans les colonnes du journal catholique. Le quotidien de la Réunion et de l'océan Indien revenait sur le climat explosif à la Silam et parle bien sûr de distribution de lait et surtout que le conflit reste vraiment élevé et surtout s'enlise depuis peu. En Guadeloupe, France-Antilles nous apprenait que Panol retourne en prison. Jeudi, la chambre de l'instruction a finalement décidé de placer Dominique Panol en détention provisoire. Le chanteur avait été remis en liberté le 14 mai dernier après le meurtre de son fils Terence, âgé de 18 ans. France-Antilles a fait un adieu à Félix Proto. Selon le confrère, hier, jeudi après-midi, des centaines de personnes, dont une partie de la classe politique, ont assisté aux obsèques de l'ancien président de la région décédé dimanche dernier. France, Antilles, Martinique nous disait pourquoi Panol retourne en prison. Remis en liberté le 14 mai dernier sur décision d'un juge des libertés et de la détention, le chanteur Dominique Panol, mis en examen pour le meurtre de son fils Terence, 18 ans, a finalement été incarcéré. Jeudi, nous apprenait le quotidien France, Antilles, vendredi. Au Luxembourg, le quotidien nous apprenait que la presse luxembourgeoise était à Colmar-Beg jeudi. Le journal indiquait que c'est sous un flamboyant soleil que la famille grand-ducale a accueilli au château de Colmar-Beg, journaliste et photographe du Luxembourg. Dans les colonnes du journal, vous pouviez trouver la rencontre en images. En Suisse, 2 promoteurs ont été conduits à TAC Merck Serono, nous apprenait la tribune de Genève. Selon le confrère, la vente du bâtiment Merck Serono à Genève pourrait causer des soucis aux géants pharmaceutiques allemands, écrit le quotidien. Des ex-candidats au rachat du site de Sécheron l'accuse de tromperie. Le promoteur Daniel Klein, associé dans le projet à Pierre-Alain Blum et à un fonds anglo-saxon, a déposé une demande de paiement au tribunal de première instance du canton de Genève. Ils exigent le remboursement de près de 200 000 francs suisses à la filiale biopharmaceutique de Merck. En Belgique, le quotidien Le Soir nous disait pourquoi les Diables Rouges enflamment le pays. Des millions de supporters seront derrière les Diables. Ce vendredi, écrivait Le Soir. En quelques mois, l'équipe nationale belge a reconquis le cœur de tous les Belges. Et puis on termine avec la Libre Belgique qui nous disait que l'Europe vise les 245 milliards des épargnants belges. Selon le journal, les carnets d'épargne devenus au fil du temps de simples comptes d'épargne ont toujours bénéficié d'un petit plus fiscal censé doper l'économie ou alors les économies du bon peuple de Belgique. Hélas, écrivait le quotidien, la défiscalisation des premiers 1880 € d'intérêt n'est pas du goût de la Commission européenne, écrivait le quotidien belge La Libre Belgique dans sa parution du vendredi. Hélas, écrivait le quotidien, la défiscalisation des premiers 1880 € d'intérêt n'est pas du goût de la Commission européenne. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Nous avons fait le tour du monde en 60 minutes, vous l'avez bien compris. La première partie, elle était réservée aux images et surtout aux reportages pour tous les sujets qui ont vraiment pris l'actualité cette semaine qui s'achève. Et puis, nous avons carrément feuilleté quelques colonnes des journaux pour vous montrer également combien nos frères et surtout nos confrères de la presse écrite ont vraiment traité de belles informations au cours de cette semaine qui s'achève. Voilà, madame, monsieur, passez une bonne journée à l'écoute des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Au plaisir de vous retrouver dans les tout prochains jours pour une nouvelle édition de votre magazine d'information Le Monde en 60 minutes. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.